Le plaisir d'agir. Le podcast des gens qui s'engagent par DAF. Ah, l'argent. Parfois objet de désir, parfois objet de dégoût, parfois objet de contrôle. Il régit de nombreuses interactions dans nos vies. Moi, je veux bien faire ça pour toi, mais contre cette somme d'argent-là. Faut pas déconner. Moi, je sais pas vous, mais la nécessité d'en avoir, de l'argent, je sens qu'elle contraint et qu'elle limite pas mal mon quotidien. Ça m'empêche souvent de mener des projets qui me sont chers, qui sont encore au fond du tiroir et qui attendent que j'ai du temps pour les faire. Ça m'empêche d'avoir aussi des relations authentiques et sincères avec d'autres humains. Mon patron, par exemple, des salariés, pas des collègues, ou alors des clients, parce que en fait, je veux garder mon boulot. Et ça m'empêche aussi des fois de m'ouvrir aux autres, sans autre raison que d'avoir l'envie de partager et de rendre service. Vous savez, je suis notamment formateur en coopération et j'ai pas les moyens financiers de simplement donner tout ce que j'ai envie de partager aux gens. Il faut que je crée un échange économique avec ces personnes-là. Et donc je me demande, est-ce que c'est possible d'imaginer vivre sans que l'argent nous gouverne? Ou est-ce qu'il faudrait simplement le supprimer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'argent devienne un outil d'émancipation et de création pour chacune et chacun d'entre nous? Voilà, pour moi, il est temps de repenser nos liens économiques. Pour en discuter, j'ai la joie d'accueillir 3 invités qui me sont chers. Monica Carletto, notamment engagée pour créer un monde sans argent à Vence. Salut Monica. Bonjour. Stéphane Rémy, notamment co-initiateur d'une monnaie locale à Montpellier, qui habite également à Vence. Salut Stéphane. Salut. Et Bernard Friot, notamment professeur émérite en sociologie à l'Université de Nanterre et associé à la théorie du salaire à vie. Salut Bernard. Bonjour. Bienvenue à toutes les trois. Je vais vous proposer qu'on commence par un petit temps de constat pour poser le cadre. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que nous devons repenser nos liens économiques? Voilà, je vous laisse 1 minute chacune à peu près pour répondre à la question. Et qui veut se lance. Je veux bien commencer si tu veux. Pour moi, je suis né dans une famille où il n'y avait pas besoin particulièrement de repenser les liens économiques parce que finalement l'argent c'était pas un problème. J'ai pas été dans une famille très aisée, mais on n'a jamais questionné l'idée de manquer d'argent. Et donc en fait, je pense que c'est un préalable intéressant pour ne pas avoir à être tiraillé par le manque et donc du coup avoir la possibilité de penser. Et donc en fait, je me suis assez rendu compte que l'empêchement de penser, il est souvent dû à des conditions qui font que on ne peut pas penser hors de sa condition et apporter des solutions ou en tout cas aborder ou aller vers des solutions qui pourraient nous paraître intéressantes. Et donc pour moi, j'ai cheminé un petit peu de conscience politique middle class, moyenne, vers parti PS, genre on aime les gens, voilà, mais en même temps on questionne pas nos conditions, et petit à petit vers des positions plus tranchées. Ça m'a amené à côtoyer effectivement tout le mouvement monétaire, monnaie locale à Montpellier, et puis petit à petit, là, un peu plus à me rapprocher vers des mouvements qu'on dit plutôt de gauche radicale et des propositions plutôt communistes. Voilà. Ok, donc tu as rajouté la notion de te présenter au milieu, c'est très bien, vous allez pouvoir le faire aussi. Mais du coup, si j'essaie de reprendre au début ce que tu disais sur le constat, finalement, ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est que le fait qu'on ait plus ou moins d'argent, ça va conditionner notre façon de penser, de voir le monde et d'imaginer des choses adaptées pour notre vie et les autres, c'est ça? Et que du coup, ça permet pas de créer un monde commun, c'est un peu ça? Oui, que notre place dans les rapports sociaux, elle est déterminante pour, après, déterminer nos idées. Ok, merci. Qui prend la suite? Alors Daniel, tu en as dit pas mal de ce que je pense aussi déjà dans ton intro. Personnellement, ce qui me frappe le plus,
J'ai beaucoup envie que tous les êtres humains puissent contribuer à la société avec vraiment ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire. Et ce que je constate, c'est dans la plupart des cas, les gens ont un boulot juste pour pouvoir survivre, juste pour gagner cet argent dont on a besoin pour pouvoir s'acheter, enfin s'acquérir de tout ce dont on a besoin dans la vie. Et en plus, la façon dont l'argent est conçu, en fait, c'est quelque chose qui est relativement rare pour que le système fonctionne. Et ça fait que pour que certaines personnes aient de l'argent, d'autres doivent en fait ne pas en avoir. Et donc ça crée toutes ces inégalités. Et ça me fait mal au cœur de voir des gens obligés de faire du travail pas satisfaisant juste pour survivre. Mais bon, je pourrais en rajouter des tonnes sur tout ce qui en découle, sur les inégalités, l'humain et aussi par rapport à l'environnement. Et un petit mot pour dire qu'est-ce qui t'a emmené à cette réflexion peut-être ? Oui, mais je crois que c'est surtout ça. C'est que peut-être personnellement, j'ai pas l'impression que j'ai vraiment choisi ma voie professionnelle. Et j'ai senti pas mal de freins pousser un peu à faire certaines choses parce que ce que j'aurais envie de faire, ça payerait pas. On peut pas en vivre. Donc voilà, c'est ce que je dis avant, ça touche aussi à mon expérience personnelle dans ce sens, de constater que un monde que j'imaginais où tout le monde peut contribuer avec son métier de cœur, c'est forcément un monde sans argent. Merci. Et donc Bernard, qu'est-ce qui selon toi fait que nous devons repenser nos liens économiques ? Parce que si par exemple on veut qu'il y ait rupture écologique, il faut absolument que nos ressources ne dépendent pas d'un contrat qu'on aura passé avec un employeur ou qu'on aura passé comme travailleur indépendant avec un client. Ces contrats-là empêchent notre liberté du travail. Donc les ressources dont nous sommes porteurs doivent être un droit politique, absolument pas lié à notre performance sur le marché du travail, si on est salarié, ou sur le marché des biens et services, si on est travailleur indépendant. Tu donnerais un exemple en quelques mots ? Moi, j'ai eu la chance d'être, après 13 ans de contractuel, où là, justement, mon salaire était lié à un contrat, d'être ensuite fonctionnaire, et donc titulaire de mon salaire, quoi qu'il arrive. Et ça m'a permis de faire un travail en pleine liberté. C'est tout à fait clair que, alors, dans une université totalement autogestionnaire, hein, nous sommes avant 2009, j'ai pris ma retraite en 2009. 2009, c'est une loi Sarkozy, la loi LRU, qui est absolument catastrophique, aussi bien pour le CNRS que pour l'université, mais il a été vraiment possible, j'en ai l'expérience, hein, entre 84 et 2009, 84 quand je deviens titulaire, et 2009 où je prends ma retraite, j'ai été en situation autogestionnaire, parfaitement libre, non pas de faire le travail que je veux, parce que le travail est collectif, bien sûr, hein, mais de faire ensemble le travail que nous décidons. Ok, donc si je reviens sur la première chose que tu as dit en lien avec l'écologie, c'est qu'en fait, si notre rémunération, le fait qu'on ait de l'argent ou pas pour vivre dépend du résultat économique et du fait qu'on produise de la richesse par ce qu'on fait, ça ne nous permet pas forcément de faire le choix de respecter le reste du vivant, parce que c'est pas forcément ça le plus rentable. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? On le voit bien actuellement avec toutes les polémiques sur l'agriculture. Hein. C'est absolument clair que tant que les producteurs d'alimentation auront des ressources liées à leur performance sur un marché, évidemment, il n'y aura aucune rupture écologique. Et l'écologie sera vécue comme une punition, etc., etc. Et l'extrême droite pourra caracoler
en tête chez les paysans. Ok, merci pour ces éléments de constat. On pourrait le faire bien plus large que celui-là. C'est pour introduire un peu nos discussions. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que, selon moi, vous avez dépassé le stade du constat dans votre vie et vous avez fait le choix de mettre en œuvre, de participer, de réfléchir à d'autres façons de réguler nos liens dans la société que ceux qui sont proposés actuellement. Et donc, ce que je vais nous proposer, c'est que chacun et chacune d'entre nous, on partage une anecdote autour d'une de nos expériences. Quelque chose qu'on a fait en lien avec cette thématique et duquel on a pu extraire des enseignements. Ok, donc je vais commencer du coup ce petit exercice et moi je vais vous partager que, en fait, très rapidement quand je me suis engagé, je me suis rendu compte que moi ce qui était mon dada, c'était de vouloir vivre dans un monde sans argent. Ça a été un des premiers trucs que je me suis dit. Et c'était tellement prégnant, présent dans mon esprit qu'un jour j'ai fait le choix de le faire. De faire l'expérience de vivre sans argent, de fermer mes comptes bancaires, de ne plus avoir de salaire rémunéré. Donc mes possessions, c'était quelques trucs que j'avais encore, notamment une camionnette. Donc je n'avais pas d'assurance puisque je n'avais pas d'argent. Et c'était une expérience qui était riche, ça m'a obligé à être en lien avec les autres forcément pour avoir ce dont j'avais besoin. J'habitais soit dans mon camion, soit chez la famille, soit chez des amis. Pour manger, je récupérais du surplus du marché, de magasins, ou simplement quand j'étais chez des gens, je filais un coup de main à la vie du foyer et en échange, j'avais aussi à manger. Et quand je filais un coup de main avec mon camion, plutôt que de prendre des sous, je leur demandais mettez un peu d'essence dans le réservoir. Voilà. Donc c'était la petite astuce. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois et demi, et il y a eu un événement qui a fait que j'ai dû arrêter, c'est que j'ai eu un accrochage avec mon camion. Et tout de suite, il a fallu payer 450 € pour la pièce que j'ai à peine éraflée de la personne. Voilà. Et là, j'avais pas d'argent, donc j'ai dû demander à un ami de me prêter des sous. Et je me suis rendu compte que dans ce monde, c'était pas possible de totalement vivre sans argent. Et surtout, ce qui m'a le plus touché, c'est que le fait que moi je puisse vivre mon idéal, ça obligeait les autres à rester dans un monde basé sur l'argent. Ça les obligeait à continuer à eux-mêmes travailler. Parce que si eux ne produisaient pas de l'abondance, moi j'avais pas de miettes à récupérer. Et donc je me suis dit, c'est bien beau d'avoir un idéal et de vivre, mais si ça contraint tous les autres à rester dans la prison, on n'ira nulle part. Donc j'ai fait le choix de revenir dans le système, j'ai rouvert un compte bancaire, j'ai travaillé, machin, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que de se dire d'incarner le changement que je voudrais voir advenir dans le monde. C'est pas forcément aussi simple que ça. Voilà pour mon histoire. Oui, j'ai envie de prendre la suite, en fait, avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, comme je prône un monde sans argent, et tu as essayé de faire l'expérience tout en voyant que si toi tu vivais sans argent, les autres étaient obligés de continuer à l'utiliser. Alors bon, on est sur l'anecdote de vie perso. Ça va être un petit peu un parcours que je vais raconter, que j'ai découvert plusieurs associations qui œuvrent pour un monde sans argent, et notamment il y a le MOSICA qui a un grand projet qui voudrait, le projet c'est pour que le monde entier passe à un monde sans argent, parce que comme tu as vu, ça marche pas juste une personne. Et juste vite fait, c'est un projet en 3 grandes étapes. La première étape, c'est rassemblement, donc rassembler déjà des personnes qui souhaiteraient un monde sans argent, et je précise sans argent ni troc, donc il n'y a pas d'échange direct, c'est du don total. Deuxième étape serait de discuter ensemble, de s'organiser, voir comment ça fonctionnerait, mettre en place ce monde-là. Et en troisième étape, tout le monde passe du jour au lendemain dans un monde sans argent. Alors pour mon petite anecdote perso, j'ai commencé avec un petit groupe de femmes de mettre en place des espaces de gratuité, juste pour déjà donner aux gens cette expérience-là, de voir qu'on pourrait recevoir des choses sans avoir besoin d'argent.
Et ce que je trouve génial, donc dès les premiers espaces de gratuité de cette gratiféria que nous avons mis en place, on a des gens qui sont tellement étonnés. Au début, ils y comprennent pas, ils croient pas qu'ils puissent avoir des choses sans avoir à payer. Et on constate là-dedans une grande générosité des gens. Les gens ont vraiment beaucoup envie de contribuer, de donner. Et puis, j'ai oublié le reste de ce que j'allais dire là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'est pour commencer à regrouper des personnes autour de cette idée pour passer à un monde où on n'a pas besoin d'argent. C'est vraiment dans le premier étape. Moi, ce qui me... Que l'argent soit grévé d'un sceau sur lequel actuellement on a des échanges qu'il faut changer, je le comprends. Et pour moi, l'argent, la monnaie, en fait, j'ai plus envie de l'appeler la monnaie parce que pour moi, c'est un support. Et donc, moi, quand j'ai David Graeber, il parlait de la dette et que la dette, c'est quelque chose qui a plus de 5000 ans. Et qu'en fait, on utilise la monnaie comme moyen d'échange depuis que l'humanité a commencé à se former sous forme d'humanité, on pourrait dire. Voilà. Pour moi, la monnaie, elle n'est pas forcément à questionner. C'est un support. Et ce qui est mis derrière, ce sur quoi on appuie la monnaie, le système dans lequel la monnaie s'échange, est prédéterminant. Donc, moi, si je peux, j'ai bien envie de raconter une petite histoire qui m'a fait adhérer à tout le truc des monnaies locales. Ça va pas durer très longtemps. C'est l'histoire d'une dame, peut-être vous la connaissez déjà, c'est l'histoire d'une dame qui rate son train et qui un soir est bloquée dans une ville. Elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Il est à peu près 5 heures, je vais aller voir un hôtel parce que demain je trouverai sûrement un train. Elle va à l'hôtel, le patron lui dit, écoutez, c'est 50 € pour une chambre pour la nuit. Si vous voulez, vous pouvez payer maintenant, comme ça demain si vous êtes pressé, vous pourrez partir. Elle lui laisse son billet de 50 et le patron, avec ce billet de 50, ferme l'hôtel. C'est une petite ville où il n'y a pas grand monde et il se dit, allez, je vais aller boire quelques coups. Et elle se dit, je vais me balader dans la ville, voir s'il y a des trucs. Les deux partent de l'hôtel et il part avec son billet de 50, le patron, pour aller au bar ou retrouver ses amis. Il retrouve ses amis. Là, il y a le coiffeur du coin, le pâtissier, le boulanger, le garagiste. Tous ont une vie économique locale et tous ont des dettes les uns envers les autres. Il va donner le billet de 50 au pâtissier parce qu'il lui avait fait l'anniversaire de sa fille, donc il lui avait fait des gâteaux, donc il lui donne le billet de 50. Le pâtissier, lui, il va donner le billet de 50 au garagiste parce que le garagiste lui avait fait sa voiture et qu'il lui avait fait crédit parce qu'il n'en avait pas au moment où il a dû payer. Et ainsi de suite, le billet de 50 va se passer des mains en mains des gens qui sont là au bar en train de siroter leur petit pastis. Nous sommes dans le sud. Ce billet de 50 va revenir au patron de l'hôtel parce que il y avait une chambre qui n'avait pas été réglée et donc le patron de l'hôtel va retrouver son petit billet de 50. Étonné, mais le même. Le soir, il rouvre son hôtel, la dame qui avait raté son train revient, et elle lui dit « Hé, monsieur, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé un covoiturage, je vais m'en aller, est-ce que vous auriez la gentillesse, malgré ma réservation, de me redonner mon apport et que je puisse repartir ?» Elle reprend son billet de 50, et devant les yeux ébahis du patron, elle se dit « De toute façon, vous savez, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, c'est des faux. » Et elle le brûle devant le patron. Le patron dit « Waouh, ok. » Je suis content que ce soit pas vrai. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la monnaie, elle est basée sur la confiance que les gens ont les uns envers les autres, d'un système qui fonctionne, et elle est basée sur l'échange. Et donc, moi, ce qui m'avait parlé dans cette histoire, c'est que, en fait, la monnaie, elle a deux vertus. Elle a qu'une vertu, c'est l'échange, la circulation. Et donc, je trouvais ça intéressant. Mais après, il y avait des positions critiques. Peut-être on verra après.
Est-ce que tu pourrais quand même nous partager en quelques secondes un peu le fruit de l'expérience de ce que vous avez vécu à Montpellier dans la pratique, pas dans la mise en place du mécanisme, ça on se renseignera sur Internet si on veut, mais juste sur ce que ça a pu produire comme effet de ce que tu as pu observer d'avoir la création du monnaie locale. Dans les faits sur la localité, quasiment pas d'effet. Une grosse difficulté à l'installer. Il fallait obtenir le conventionnement de gens, de professionnels, de magasins, voilà, qui devaient accepter d'accepter cette monnaie-là. Donc en fait, elle est basée sur la volonté. Et c'est pour moi le facteur limitant des monnaies locales. C'est pour ça que maintenant j'ai été vers autre chose. Il faut qu'il y ait une volonté de base d'accepter cette monnaie. Et donc en fait, on est basé sur une idée qui doit devenir une conviction. Et pour moi, se baser sur une idée, j'ai compris après que c'était quelque chose qui ne pourrait pas se produire. Parce qu'il y a des rapports sociaux à l'ordre, à l'œuvre dans la société, qui nous dépassent, et qui dépassent les idées qu'on se fait nous-mêmes. Très bien, je te remercie pour ce partage. Et donc, pour toi, Bernard, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme expérience que tu as pu faire autour de cette envie de repenser nos liens économiques? Et qu'est-ce que ça a pu t'apprendre, cette expérience? Je peux revenir sur mon bonheur d'être titulaire d'un salaire depuis 84. De 71 à 84, je suis contractuel, et donc mon salaire est lié à un contrat, renouvelé ou pas. Et collectivement, à l'échelle nationale, à partir de 74 ou 15, nous engageons une grève pour devenir titulaire, pour devenir fonctionnaire. Nous étions donc très nombreux à l'échelle française, ce qu'on appelait des assistants non titulaires. Et cette grève où on faisait de la rétention administrative, etc., finalement, mais au bout seulement de petites dizaines d'années, après bien des conflits très, très durs souvent, aboutit à une titularisation massive en 84. Et depuis 84, je suis titulaire de mon salaire. Et c'est une source d'inventivité au travail permanent. Pour moi, le cœur de la liberté, c'est le travail, c'est-à-dire le type de rapport de production que nous entretenons avec les autres vivants et avec les vivants non humains et avec les autres que vivants. Et pour que ce rapport soit en permanence inventif et heureux, il faut absolument qu'il ne détermine pas du tout notre ressource. C'est vraiment fondamental que notre ressource monétaire soit un attribut politique de la personne. Et j'ai ce bonheur-là, moi, effectivement, depuis maintenant 41 ans, donc, puisqu'on est en 2025. Depuis 41 ans, je suis titulaire de ma ressource. Ça ne veut pas dire du tout que je suis en roue libre, sans obligation ni sanction, sans contrôle, pas du tout, absolument pas. Le travail est collectif et donc il y a effectivement en permanence des évaluations. Le travail doit être en permanence évalué. Ce que je retiens aussi dans ton histoire que tu partages là, c'est que en fait vous vous êtes mobilisés collectivement pour gagner ce droit-là d'être titulaire de votre contrat. Oui, bien sûr. Votre travail. Bien sûr, pour être titulaire de notre ressource. Et ça n'a de sens, évidemment, qu'au service d'une liberté du travail. Parce que si on est titulaire de sa ressource comme ça n'a pas de sens. Mais si c'est au service de la liberté du travail, ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente toujours, parce que je suis toujours au travail, j'espère bien l'être jusqu'à la mort, c'est que cette absence totale d'inquiétude sur la ressource, et puis c'est pas simplement l'absence totale d'inquiétude, c'est le sentiment de la responsabilité qu'un tel droit politique
suscite. Responsabilité collective, encore une fois, parce que le travail est toujours collectif. C'est une source inouïe d'inventivité. Moi, je suis dans l'invention depuis que je suis titulaire d'un salaire comme droit politique. Donc ça t'a permis finalement de libérer ta créativité et de plus te sentir dans l'obligation de répondre à des pressions extérieures quelque part. Alors, les pressions extérieures, elles existent toujours, hein, bien sûr, mais elles sont assumées collectivement. Hein, encore une fois, moi, comme fonctionnaire titulaire de mon salaire, et non pas de mon poste, hein, on est titulaire de son salaire comme fonctionnaire, j'ai été en permanence évalué. Hein, est-ce que j'avais 20 étudiants ou 400 étudiants dans mon amphi, par exemple? C'est une sacrée évaluation, ça, en permanence. Est-ce que si je voulais publier un article, il y avait un comité de lecture de la revue qui évaluait. Si je voulais écrire un bouquin, si je voulais faire un travail de recherche, il fallait que je présente un projet de recherche à des évaluateurs. Donc en permanence, évidemment, le travail collectif suppose évaluation. Hein, mais cette évaluation ne doit avoir aucun effet sur les ressources de la personne. Sinon, si l'évaluation a un effet sur les ressources de la personne, c'est la tricherie généralisée. Toutes les grandes entreprises sont des lieux de triche généralisée. Bien sûr, parce que personne n'est candidat à la réduction de sa rémunération en fonction de sa performance. Et donc, c'est la triche. Ça va donner das Auto. La triche universelle de tous les salariés de Volkswagen sur le diesel, etc., etc. En permanence, nous sommes dans l'imposture, hein, dès lors que l'évaluation a des effets sur les ressources de la personne. Très bien, je vous remercie tous les trois pour ces partages. Alors on a ouvert plein de portes, hein, la porte de la monnaie locale, la porte du travail de Bernard sur le salaire à vie mais pas que, et le travail donc, du monde de la gratuité, la gratiféria notamment. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir plus loin. Il y aura des ressources sous ce podcast pour pouvoir aller explorer ces différentes pistes. Là pour aujourd'hui, l'idée c'était de commencer en posant des constats, d'avoir des premières expériences partagées. Et puis maintenant, on va avoir un temps d'échange un peu plus libre entre nous. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a fait des premières expériences dans la société autour de toutes ces thématiques, on a des réflexions quand même de plus en plus abouties sur comment est-ce qu'on pourrait faire différemment et qu'est-ce que c'est le problème aussi. Comment est-ce qu'on crée autre chose? Comment est-ce que peut-être même on se dit qu'on va combiner des choses qui ont été expérimentées à droite à gauche pour réussir soit une transition, soit même à créer quelque chose de plus idéal? Donc c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on crée autre chose? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, en tout cas, maintenant, après que des gens, notamment comme Bernard, m'aient posé des yeux sur des choses que je ne voyais pas avant, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'occuper de mon travail. Et moi, je suis kinésithérapeute libéral, et je suis dans une corporation où les gens pensent qu'ils sont libres, qu'ils sont libéraux. Alors qu'ils sont abreuvés par le système public, par la sécurité sociale. Ils sont payés par la convention qu'ils ont passée concrètement. C'est-à-dire que c'est des fonctionnaires dans la rémunération, on pourrait dire, quasiment. Mais ils se pensent comme des indépendants, comme des chefs d'entreprise, allez, on va dire ça. Et donc je suis dans un milieu où la droite est éminemment forte, alors que c'est la gauche qui la nourrit. En tout cas, c'est les conquis qui l'ont nourri depuis des années. Donc ce que j'aimerais faire, c'est, je ne sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais bien avoir la possibilité de créer un syndicat et de rallier des gens qui sont des collègues, des confrères, des consoeurs, dans cette ouverture des yeux de oui, en fait, c'est la sécurité sociale qui nous paye.
nous aurions tout intérêt à gérer nous-mêmes cette sécurité sociale. Nous aurions tout intérêt à faire que cette sécurité sociale nous paye entièrement, et non pas qu'elle soit de plus en plus rabougrie et que les mutuelles prennent de plus en plus d'espace. Donc dans mon travail, c'est cette quête-là que j'ai envie d'avoir. Et après, faire des choses comme on fait ce soir, par exemple, ça me semble important en termes d'idées. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, parce que la sécurité sociale du soin, telle qu'elle se met en place dans les années 60 pour l'essentiel, elle existe sur le papier à partir de la loi de 1930, mais sur les assurances sociales, mais c'est vraiment qu'à la fin des années 50 que la sécurité sociale du soin se met en place avec la construction des CHU, la transformation des hospices en hôpitaux locaux, la création des maternités, et puis les conventions auxquelles faisait allusion Stéphane là, avec les libéraux, qui avaient construit leur syndicalisme dans les années 30, que ce soit les kinés, les infirmiers, les médecins, etc., contre le conventionnement avec l'assurance maladie de 1930, au nom de la liberté tarifaire, etc. Et à partir de 61, va se construire progressivement une politique de conventionnement, alors qui est complètement détournée, évidemment, depuis 79 avec la convention de secteur 2 en matière des soins de médecins, ce qui n'a vraiment aucun sens, puisqu'il y a liberté tarifaire, donc il n'y a pas convention. Si tu reviens sur les choses à entreprendre, du coup, en essayant de peut-être mettre moins tout le contexte général, juste de revenir sur qu'est-ce que ça t'inspire ça inspire à Réseau Salarial, l'association dont je fais partie, toute une réflexion sur la mise en sécurité sociale de toutes les productions, sur le modèle de ce qui s'est mis en place dans les années 60 en matière de production de soins. D'une part, toute production suppose une avance monétaire, il faut une avance monétaire, qui, dans le capitalisme, se fait à crédit, et donc on est débiteur, avant même de commencer à travailler, on est débiteur, on doit rembourser une dette, et donc on perd sa liberté. Ça veut dire en gros avoir son salaire au début du mois, pas à la fin. C'est ça que ça veut dire, par exemple? Déjà qu'il n'y ait pas besoin d'emprunter pour pouvoir travailler. Soit comme travailleur indépendant, il faut qu'il emprunte s'il veut mettre en place une activité quelconque, ou un travailleur dans une entreprise, c'est un emprunt collectif, mais il fait partie d'une entreprise qui a emprunté. Donc là, ce qui est très intéressant dans la mise en sécurité sociale des soins de santé dans les années 60, c'est que l'assurance maladie, qui est du salaire socialisé, va avancer ce salaire pour les ouvriers, les ingénieurs qui construisent des CHU, pour les soignants bien sûr, pour les personnels, les comptables et autres des équipements également de soins. Enfin, c'est l'avance monétaire se fait sans dette. Donc on n'est pas endetté, on n'est pas dépendant d'un prêteur, on n'est pas dans la situation que Bayrou aujourd'hui exploite de façon odieuse autour de la dette. Il faut finir avec la dette, nous sommes endettés, et donc il faut beaucoup d'austérité pour faire face. Eh bien non, bien sûr, nous avons fait la preuve qu'on peut produire 10% du PIB, parce que la santé c'est 10% du PIB, sans endettement préalable, avec des personnels qui n'ont rien à rembourser parce qu'il n'y a pas eu de prêt. Il y a eu une avance de leur salaire. Eh bien, sur ce modèle-là, nous pouvons faire la même chose pour la production d'alimentation, pour la production de logement, pour la production, etc., avec une avance monétaire des salaires. Si nous voulons produire de l'alimentation, il faut évidemment... Donc ça voudrait dire que tout ce qu'on produit par la suite, en gros, le bénéfice, enfin la valeur économique qui est produite, ça serait mutualisé, ça serait mis en commun dans un pot commun qui permettrait de... Comment ça se passe? C'est-à-dire que si nous voulons que tous les plus de 18 ans en France, quand on aura généralisé la sécurité sociale, il faut déjà commencer par des expérimentations de sécurité sociale locale. La sécurité sociale, Réseau Salarial, on réfléchit sur l'alimentation, le transport, l'habitat, la
culture, les funérailles, enfin toute une série de productions que nous pouvons mettre en sécurité sociale pour que, à travers toutes ces expérimentations qu'il faut généraliser, finalement, tous les plus de 18 ans dans notre pays, qui sont des 50 millions à avoir plus de 18 ans, tous les plus de 18 ans deviennent titulaires d'un salaire qui, en moyenne, prenons le salaire moyen actuel, hein, s'il y a une augmentation de la gratuité, évidemment, on pourra baisser la monnaie en circulation et donc les salaires. Mais dans la situation actuelle, pour que tous les plus de 18 ans aient un salaire moyen de 2300 euros, ce qui est le salaire moyen actuel à peu près, je parle en net, hein, bien, il faut que nous créions un peu plus de 1500 milliards d'euros. Je rappelle que le PIB c'est 2500 milliards, donc on est très très au-delà et on produit des tas de conneries dont on pourrait se passer. Hein. Je ne parle pas de la 5G, de la bombe atomique, je ne sais trop quoi, et toutes les armes qui alimentent actuellement le génocide à Gaza. Et donc on pourrait bien sûr facilement produire ces 1500 milliards, mais à partir d'une avance monétaire sous forme de salaire, comme droit politique, de 1500 milliards à tout le monde, et chacun doté de ces 1500 milliards, enfin de ces 2300 euros par mois, enfin, va pouvoir contribuer, mais librement, hein, parce que c'est un droit politique, à la production des 1500 milliards qu'il faudra produire pour que la monnaie qu'on a émise au départ ne soit pas de la monnaie de singe. Tout ça est finalement très simple, hein, mais il faut nous sortir de la tête que le salaire, c'est une récompense, d'accord ? Que ça se mérite. Ben non, ça se mérite pas. Si ça se mérite, c'est qu'on n'en est pas fier. Hein. Moi, l'enjeu, c'est pas d'être fier de gagner sa vie par son travail, c'est d'être fier de son travail. Et ce sont deux propositions inconciliables. On ne peut être fier de son travail que si on n'a pas besoin d'être fier de gagner sa vie par son travail. Parce que quand on est fier de gagner sa vie par son travail, c'est qu'on fait de la merde et qu'on le sait. Et qu'on se dit, au moins, j'ai la fierté de gagner ma vie par mon travail. Okay. Bon, tous les deux, vous avez été dans des solutions plutôt macro, en gardant l'idée que l'argent ou la monnaie continue à exister. Et du coup, j'ai envie de me tourner un peu vers toi, Monica. C'est quand tu entends tout ça, toi qui es sur la réflexion autour de la gratuité, est-ce que pour toi, il y a des espaces où est-ce que pour toi, ça peut cohabiter, l'idée qu'on ait un salaire, que la gratuité, ça augmente? Ou est-ce que pour toi, il faut aller vraiment vers la gratuité? Est-ce que pour toi, il y a l'un qui va au service de l'autre? Enfin, voilà. Comment toi, est-ce que tu te positionnes un peu avec tout ce que tu as pu entendre? Ça risque de faire beaucoup de choses. Alors, oui, je reste totalement ouverte à tout ce qui peut être alternatif, de toute façon, dans l'économie. En même temps, ce qui me fraye un peu, et je vois dans ce qu'il disait Stéphane, c'est l'importance qu'on reste maître de notre avenir. J'adore que Bernard il voit qu'il y a peut-être une partie gratuité qui peut augmenter. Pour moi, il faut en finir avec le système dans lequel tout ce qui fait gagner, enfin qui augmente l'économie, ce sont les choses qui détruisent les relations humaines, qui font de l'oppression et qui détruisent notre planète, l'écologie, tout ça. Donc, en fait, finalement, si on reste dans quelque chose où il y a de l'argent, les choses qui font du bien à la planète et qui font du bien à l'humanité devraient être payées. Et les choses qui détruisent la planète, qui gaspillent on va dire, appeler ça ressources, mais j'aime pas ce mot, devraient coûter de l'argent. Pour l'instant, on est dans l'inverse. Et en plus, juste rien que pour notre système puisse continuer à fonctionner, on doit sans arrêt être en train d'augmenter justement ce fameux PIB qui n'a effectivement rien à voir avec la vraie, comment sont bien les gens. Pour augmenter le PIB, on doit sans arrêt prendre des bouts de marché de choses que les gens font gratuitement et les rendre payants pour qu'il y ait de plus en plus d'argent qui soit brassé pour que le système puisse fonctionner.
que moi j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus un retour à ce qu'on faisait dans les anciennes sociétés. Bon, j'ai pas exactement la même vision que toi, Stéphane, sur sur les études des civilisations. Pour moi, c'est plus des choses de mise en commun. Donc, ça rejoint ce que disait Bernard, du travail collectif, qui est tout le bénéfice de ce travail, parce qu'en fait, finalement, c'est pas l'argent, c'est pas l'outil qui est passé d'une personne à l'autre, c'est la contribution que chaque personne fait. Ce sont les êtres humains qui contribuent, qui font du travail, et que tout ce travail que nous faisons, que ce soit mis en commun pour que tout le monde puisse en bénéficier, sans qu'il y ait qu'une personne dans son coin doit faire quelque chose et que l'autre achète. Bon, je pourrais en dire. Ça enlèverait toute en fait aussi les concurrences entre les personnes qui font le même genre de travail. On est tout le temps en train de devoir lutter pour gagner plus que l'autre ou pour baisser nos prix enfin on est tout le temps dans notre société dans une compétition, alors que pour moi il faudrait complètement changer notre façon de fonctionner, être plus en collaboration, en partage. Et que ce soit un partage surtout sur les décisions qu'on prenne, sur les biens enfin, de la nature et sur l'effort. Je vais m'arrêter là. Bon, nous arrivons au bout du temps des discussions pour aujourd'hui. On pourrait refaire 4 épisodes pareils et avoir encore des choses à dire. Et pour clôturer ce temps d'échange, je vais vous proposer de partager un élément dans tout ce qui a été raconté par nous 4 qui vous paraît important, que vous avez envie de souligner avant qu'on se dise au revoir. Et puis également, si vous souhaitez partager une ressource, donc un film, un livre, une étude, je ne sais quoi, quelque chose qui vous a permis de mieux comprendre ou de passer à l'action et que vous encouragez les autres à les consulter. Moi, j'ai été très intéressé par ce qui s'est dit autour du travail comme collaboration, et non pas comme concurrence. Le bonheur de décider ensemble, de faire ensemble, d'agir ensemble, c'est ça le cœur du bonheur du travail, bien sûr. Et d'inscrire ce travail dans un espace dans lequel on peut contrôler les matières premières, les outils, enfin, etc. Aujourd'hui, on est pris dans ce qu'on appelle, de façon tout à fait très juste, des chaînes de valeur, enchaînées complètement à l'échelle mondiale dans des chaînes de valeur dont nous ignorons complètement le degré d'aliénation et d'exploitation de tous les intrants des outils que nous utilisons, par exemple, ou des objets que nous achetons. Nous acceptons d'acheter des objets dont nous ne savons pas d'où ils viennent et dont nous doutons bien qu'ils ont été construits dans des conditions scandaleuses, aussi bien d'un point de vue anthropologique que d'un point de vue écologique. Et donc, poser le travail comme collaboration, pour moi, c'est vraiment le point central, et donc nécessairement à une échelle dans laquelle nous pouvons vérifier tous les intrants. Et je propose la lecture d'un collègue qui est ethnologue en Bretagne, Guillaume Sabin, et qui a sorti un livre chez Libertalia l'an dernier qui s'appelle « Dévier », où il raconte 5 expériences locales où le faire, l'habiter, le prendre soin sont conjugués dans des alternatives qui pour moi sont très porteuses d'avenir. Merci Bernard. Je vais prendre le relais, comme ça c'est pas moi qui terminerai. Moi, un des éléments qui me paraissent importants dans la discussion, c'est qu'il y a des problématiques qui sont liées au macro, c'est-à-dire au fonctionnement même de la société telle qu'elle est aujourd'hui et de la répartition des richesses dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis il y a des choses qui sont plus en lien avec notre façon d'être et de penser et de voir le monde, qui sont plus à l'échelle individuelle ou d'une petite communauté locale, et que c'est important d'agir dans les deux espaces si on veut réussir à transformer les choses
et à repenser nos liens économiques. Et en ressources, j'ai envie de vous proposer de regarder la série documentaire Nu et culotté, qui sont donc les aventures de deux amis qui partent à poil dans la forêt, et avec un rêve un peu fou d'aller faire quelque part, boire un thé avec un lord en Angleterre, et qui partent donc à poil sans rien, et qui doivent se construire des vêtements, puis les gens leur donnent des vêtements, les nourrissent, les transportent, les hébergent. Et tout se passe que par le don, et ça fait des rencontres humaines vraiment incroyables. Et donc je recommande vivement cette série. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'idée de la rémunération d'un retour suite à une activité qui doit être inversée. C'est ce qui me marque toujours, parce que dans mon travail, qui est un travail de soins, j'en ai marre d'être pris en otage par le conflit d'intérêts permanent, qui fait que si les gens vont bien, je ne gagne moins d'argent que si les gens ne vont pas bien. Et ça m'est insupportable. Et donc j'aimerais que ce soit pour tout le monde pareil, qu'on soit juste salarié du monde, quoi. Bon, voilà, ce serait idéal. Juste qu'on puisse faire ce qu'on a à faire sans conflit d'intérêt. Et en ressources, j'ai beaucoup aimé Paul Guélibert. Paul Guélibert, c'est un prof, je crois, prof d'éco ou prof de philo, qui a écrit sur la terre et le capital, et qui reprend à son compte, comme beaucoup en ce moment, des thèses marxistes, et qui l'applique à l'écologie politique. Et pour moi, c'était un livre très intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette idée de pouvoir travailler librement sans peur pour ses ressources, d'être en fait payé rien que parce qu'on existe quelque part, et pas en récompense pour le travail qu'on a fait. Donc ça rejoint mon idée de pouvoir contribuer sans avoir à réfléchir sur le retour. Donc oui, ça rejoint mon idée de pouvoir contribuer à la société sans s'inquiéter à que ça ait une valeur économique. Et comme ressource, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est un roman, en fait, qui s'appelle Argent trop cher, qui est écrit par Sébastien Auger, j'espère que je prononce correctement. Et en fait, Sébastien, il a imaginé comment se passerait un monde dans lequel on progressivement implémente un fonctionnement sans argent. Et il se met complètement, totalement dans l'imaginaire, même, enfin, il met sa vie actuelle dans le bain de ce roman, parce que lui, son travail, c'est, en fait, il travaille dans la publicité, dans le marketing, et donc lui, il ferait partie en fait, son travail ferait partie des travaux qui seraient supprimés. Et voilà, il imagine tous les questionnements pour aller réussir vers ce monde sans argent. Bernard, Monica, Stéphane, je vous remercie pour votre participation. Et je vous remercie aussi de faire vivre de beaux engagements, de belles réflexions qui permettent d'aller de l'avant dans notre société. J'espère que chez vous, notre échange vous aura donné de la matière pour repenser vos liens économiques, ou au moins de l'envie d'aller creuser différents sujets, différentes questions, de peut-être vous rapprocher de personnes près de vous qui essayent des choses aussi, qui font des choses aussi. Et j'espère que ça vous permettra aussi d'oser en parler avec vos proches. C'est un sujet qui n'est pas trop discuté, l'argent, notre lien à l'argent, nos rapports avec les autres en tant qu'économie. Mais je pense que ça vaut le coup d'oser en parler, de voir ce qui se passe. Et puis si en plus ça incite à passer à l'action, à tester quelque chose, victoire. C'était Le Plaisir d'Agir, le podcast des gens qui s'engagent, par DAF. Soutenez-moi sur Tipeee et retrouvez l'ensemble de mes épisodes sur Spotify et sur YouTube. À bientôt pour de nouvelles actions.